IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Une émission en direct ce soir avec un entretien autour du thème du clonage humain avec dans les studios Bruno de Vergeron qui est membre de Vigilance Clonage International. Il nous apporte des intervenants. D'abord, en tout premier lieu, le docteur Alexandra Caude Henrion. Attendez, on va déjà dire bonjour à Bruno. On va tout de suite accueillir Alexandra qui est à l'antenne. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM à l'hôpital Necker, généticienne, enseignante et conférencière. Vous êtes membre de conseil scientifique, créatrice d'un site internet qui s'appelle Science en Conscience et auteur de plus de 50 publications scientifiques internationales, président de l'association des Eisenhower Fellowship en France. Est-ce que tout ça, ça vous convient? Sur le plan personnel, mère de 5 enfants, ce qui me permet d'avoir une appréciation un petit peu charnelle et physique des problèmes sur lesquels nous allons nous pencher ce soir. Alors, je crois que vous revenez d'un congrès. Oui, un colloque, absolument. Nous avons réfléchi ce week-end dernier, invité par l'association Human Rights for Life, Justice and Peace, donc les droits humains pour la vie, la justice et la paix, qui est une association monégasque. Et le colloque, qui était sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince Albert de Monaco, était sur l'homme, la société et la paix. Donc, est-ce qu'il y avait un rapport avec notre sujet d'émission de ce soir ? La construction de la paix envisage évidemment qu'on s'intéresse à l'homme dans tous ses états et en particulier du coup à des stades évidemment très précoces. Et en ce sens-là, il nous a semblé intéressant effectivement de réfléchir à la façon qu'on pourrait avoir de se mettre en paix et de se sentir donc responsable, d'exercer notre responsabilité vis-à-vis des stades très précoces de la vie. D'accord, je pense que vous souhaitez participer donc à cette émission avec le père Patrick de Vergeron, qui est à l'antenne, donc on va accueillir aussi en même temps que vous. Bonsoir mon père. Bonjour. Bonjour. Bonsoir mon père. Bonjour Patrick. Merci beaucoup. Parce qu'il faut dire que c'est donc le père Patrick de Vergeron qui est de l'Institut Nazareth, qui est théologien de Vigilance Clonage International. Il est moine et ermite, qui a eu l'idée de cette émission. Et donc, je vous mets en relation tous les deux. Qu'est-ce que vous, Alexandra, vous avez retenu de ce parcours à Saint-Malo? À Monaco. À Monaco, oui. Je sais pas pourquoi je vais vous envoyer à Saint-Malo. Oui, c'est-à-dire qu'il pleuvait effectivement à Monaco et c'est bien tristement. Et c'est peut-être pour ça que vous faites un amalgame entre les deux. Disons que il y a pèse sur l'être humain un certain nombre de menaces actuellement, qui sont des menaces qui sont plus ou moins mises en œuvre. Certaines le sont de façon très quotidienne, d'autres moins. Et ce qui me semble important dans toutes ces pratiques qu'on présente souvent comme des progrès ou des prouesses techniques, c'est toujours de se poser la question de savoir si nous aimerions être traités de la sorte. Je m'explique, il y a à l'heure actuelle, sans qu'on puisse vraiment les chiffrer, des millions d'embryons congelés. C'est considéré comme une prouesse technique qui permet de pallier à des problèmes de fertilité et qui apporte aussi ce qu'on considère dans la science et ce sur quoi je me suis insurgée avec plusieurs centaines de collègues comme un matériau de recherche, à savoir l'embryon humain. Bon, comme toujours, bêtement, avec bon sens, se demander si on aimerait avoir été considéré comme un de ces embryons congelés ou avoir été un de ces matériaux de laboratoire qui tombent dans nos différents éprouvettes.
C'est vraiment de ce message-là qu'il s'agit. Et puis, plus en aval, en vérité, le clonage. Le sujet sur lequel vous enquêtez ce soir et qui nous réunit tous les quatre. Eh bien, le clonage, c'est une technique intéressante qui a fait couler beaucoup d'encre de tout en vérité, puisque ça a toujours été une crainte de l'homme. On peut revenir au mythe du golem, on peut monter très 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 loin dans Platon aussi craignait le clonage. Et donc le clonage, en fait, c'est le prototype même, on va dire, de la reproduction, dans le sens de reproduire une œuvre. Donc c'est intéressant parce que il y a dans le clonage une copie. Comment ? Au fond, c'est la production d'une copie. C'est la production d'une copie. Oui. D'ailleurs, clone veut dire jeune pousse et définit effectivement l'organisme cloné comme un organisme qui va avoir la même constitution génétique que celle de l'organisme vivant préexistant. C'est donc en ce sens-là une reproduction de copie. Et puis il y a la reproduction, celle dont nous sommes tous issus, qui, elle, pour le coup, est une reproduction dans l'espèce. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi nous sommes issus d'une reproduction et issus de parents ? Parce qu'en vérité, nous nous inscrivons dans une logique d'espèce et nous avons reproduit l'espèce de génération en génération. Voilà. Alors, ça va tout de suite nous amener dans un vif du sujet plus légal, qui est que actuellement, le clonage fait l'objet d'une juridiction qui interdit tout clonage à but de reproduction. Ouais. À but de reproduction. De reproduction, ouais. Alors là, vous comprenez que bien on peut vraiment ouvrir les vannes et disserter tant et plus sur ce que pourrait apporter de positif éventuellement le clonage. Il faut toujours envisager une possibilité de progrès, puisque désormais le clonage humain est techniquement faisable, ce que tout le monde ne sait pas. Depuis 2013, il y a une première équipe dans l'Oregon aux États-Unis qui a réussi, et puis depuis il y a deux autres équipes. Donc techniquement, c'est quelque chose de faisable. Voilà, de réaliste, puisque ça a fait l'objet de au moins le travail d'au moins 3 équipes. Ce n'est pas du tout, c'est pas le moins du monde une utopie. C'est pas le moins du monde une utopie dont on est en train de parler. C'est ce qui se fait dans les laboratoires, qui se réalise, qu'on peut-être officiellement on interrompt au bout d'un certain temps de gestation, mais ça reste à vérifier. Mais ce qui est absolument certain, c'est que c'est pas du domaine de l'utopie. C'est ça. Et est-ce que c'est légal ? Et c'est légal, puisque... Pour ce qui concerne la législation, j'ai entendu plusieurs choses, là, Pierre Barnerias ou l'un ou l'autre, dans les différents comités récents, disant que le clonage était strictement interdit par l'ONU, était strictement interdit par la loi de bioéthique française, etc. Alors que c'est tout à fait inexact. Les textes de la loi du 6 août 2004 en particulier déclarent que le clonage humain, bien sûr, est un crime contre l'espèce humaine, mais ça c'est une déclaration donc de préambule, c'est une préface à la loi. Mais les articles, il y a 7 articles qui, dans la pratique, l'autorisent. Donc le clonage reproductif est parfaitement autorisé, mais sous certaines conditions, à titre de dérogation, etc. Donc à condition qu'on change dans certains cas. Ben, voilà. Donc aussi bien le clonage de reproduction est déjà autorisé par la loi française depuis maintenant 11 ans. C'est devenu, mais le clonage thérapeutique, le clonage de recherche, le clonage import-export,
tout ça est parfaitement libéralisé, sous condition, bien sûr, à titre de dérogation, sachant qu'on déroge à un principe d'interdiction absolue. Donc voilà, ça c'est un petit peu comme la loi d'avortement de Simone Veil en 1974. Elle disait, cette loi disait, l'avortement est strictement interdit, c'est un crime, il faut absolument le considérer comme un crime, interdit par la Constitution et par la loi. Mais tout le monde sait que dans les articles, il est autorisé à titre de dérogation, sous telle et telle condition, à condition que ce soit ceci, à condition que ce soit cela. Voilà, donc qui ignore que la loi de 74 libéralise l'avortement, même si, dans son préambule, elle déclare comme principe qu'il doit être interdit. Voilà, c'est exactement la même chose, donc, pour... le clonage humain. Le président de Vigilance Clonage parlait de ces choses-là, qui sont d'ordre politique, juridique, etc. Mais moi, déjà, à titre de prêtre, je peux vous dire que... ayant participé un petit peu à cette recherche au titre de ce que je devais informer de la vérité des textes à l'épiscopat, la hiérarchie au Rome, je peux vous dire que ces textes c'est absolument indéniable. La libéralisation, elle est effective. Bon, c'est vrai que depuis 2013, je suis content que Claude Alexandra ait dit cela, que le clonage n'est plus du tout une utopie, du moins officiellement, on sait que c'est pas une utopie, ça se réalise dans les laboratoires, c'est facile à faire même, et voilà. Mais du coup, la loi française, du coup, au lieu de faire une espèce de camouflage de l'autorisation de la loi de 2004, a du coup vite avec à l'époque des éditions des lois Taubira, donc en juillet 2013, aussitôt il y a eu une course effrénée pour rendre le clonage donc non seulement l'autoriser partout, mais en plus de libéraliser dans tous les endroits, dans toutes les maternités de France. Donc ce n'est plus du tout un domaine où la dérogation se limite à certaines conditions, dans certains cercles de recherche. Non, c'est une libéralisation qui est devenue carrément officielle. Voilà. Ok, donc, on va peut-être entendre un peu le docteur Alexandra Caude-Antillon parce qu'elle va pas rester toute l'émission avec nous. Donc, est-ce que vous étiez au courant, docteur, puisque vous êtes généticienne, est-ce que vous étiez au courant de ce que dit le père Patrick de Vergeron? Oui. Tout ce qu'il dit est parfaitement exact. J'ai même ressorti les textes qui commencent comme une belle histoire qui pourrait nous asphyxier. Nul ne peut porter, comme il l'a rappelé, atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. Et puis, comme souvent in cauda venenum, il est précisé, donc tout cela, on ne peut boire que du petit lait, on peut se sentir protégé, et puis tout d'un coup, est précisé sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques. Alors là, c'est de mon ressort, je peux vous dire que lorsque je lis cette phrase, sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, cela veut dire très concrètement que je peux absolument tout faire. Oui, c'est le clonage thérapeutique. Je vais faire de la prévention et éviter que madame et monsieur X c'était un enfant malade, donc ça va être préventif et on va faire du clonage, ou on va même faire un traitement de maladie génétique. Donc clairement, c'est la porte ouverte. Alors, si je puis me permettre, quand même intéressant de dire, c'est que tout ça, ça remonte à une très jolie histoire qui m'a passionnée. On remonte à 97. En 97, qu'est-ce qui se passe? C'est l'annonce du premier clonage de la fameuse petite brebis Dolly. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Alors moi, en 97, je soutenais ma thèse. Je passais mon doctorat en génétique. Sous la direction du professeur Axel Kahn. Et je dois avouer que cette découverte a été pour nous, et pour moi en particulier, une découverte extraordinaire qui m'a ouvert ma carrière devant les yeux. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'une cellule différenciée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi le clonage? C'est qu'on va prendre un
un œuf non fécondé d'une femelle, dans le cas donc de Dolly. Et puis on va, donc ce qu'on appelle dans le langage scientifique un ovocyte. Et cet œuf, on va lui mettre une vieille cellule, par exemple une cellule de peau, dont on aura pris le noyau, qu'on va mettre dans ce réceptacle. Et ainsi, on va cloner un être vivant, la fameuse brebis de lit. Alors pourquoi c'était révolutionnaire ? Parce qu'à l'époque, toutes mes études, je les avais faites avec le dogme qu'une cellule différenciée n'avait pas possibilité de revenir en arrière dans une espèce de reprogrammation. Donc ça montrait que le champ, d'abord que les dogmes ne sont là que pour être tombés, et puis aussi qu'il y avait une plasticité du vivant exceptionnelle, extraordinaire. Donc, déjà, voilà, j'aimerais préciser que j'ai été une des premières grandes admiratrices de ces travaux parce que c'était vraiment une révolution. C'est une prouesse technologique incroyable. Ah oui, extraordinaire. Et surtout théorique de se dire, finalement, on n'est pas si vieux que ça. Et puis après, ça a permis de comprendre qu'on avait des cellules souches et qu'on était capable de se régénérer et que même vieux qu'on était, on était capable de se régénérer. Voilà. Alors, je vais vous dire, en plus, il y a quelque chose d'autant plus admirable que ça rend du coup tout à fait plausible, réalisable, immédiatement le renversement total de toutes les lois de la sagesse créatrice de Dieu dans notre univers et même dans la source créatrice de Dieu et même en Dieu lui-même. Donc ça veut dire qu'on a le moyen scientifiquement de renverser toutes les finalités de la sagesse procréatrice de Dieu et donc de renverser Dieu dans notre monde. C'est ce renversement, c'est de faire donc une guerre de renversement reproductif de la créateur de Dieu. Alors, moi je voulais dire, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais Alex, parce que faut bien le dire. Ça. Il y a une fascination, d'admiration, où on voit que l'homme peut dépasser Dieu et même le renverser. Oui, mais sans aller aussi, parce que tout à l'heure vous aurez beaucoup de temps pour en parler, Père Patrick. Mais dites-moi, Alexandra, moi j'ai pas fait beaucoup d'études, mais quand je vous ai écouté, je me suis rendu compte. Donc on prend on prend un ovocyte et on lui met une vieille cellule et on fait quelque chose de soi-disant neuf avec du vieux, alors que finalement l'évolution humaine, elle pourra plus se faire. J'ai plutôt l'impression que l'homme il va perdre quelque chose plutôt qu'il va gagner. Vous avez raison. Vous avez raison, et c'est d'ailleurs ce qui a été la grande déception, c'est que notre belle brebis Dolly, elle a vieilli prématurément. Ça a été la phase 2 de la grande déception, de se rendre compte que tôt ou tard, le vieillissement nous rattrape. Et donc effectivement, le vieillissement de cette cellule avait usé ces pauvres chromosomes aux extrémités, ce qu'on appelle les télomères, et en usant ces extrémités, a fait que cette brebis a eu un vieillissement prématuré. Et on sait que le clonage a des effets négatifs. Il n'y aura pas de retraités. Il n'y aura que des gens qui seront des actifs. C'est extraordinaire. C'est une façon de voir les avantages, parce que justement les avantages, en fait, je les cherche. Je les cherche régulièrement, parce que quand on parle d'une prouesse technique, là je vous ai dit, l'avantage c'était de faire tomber un dogme de la différenciation et de la réversibilité, de revenir à un programme qui pouvait, ce qu'on va dire, souche, enfin donc un stade plus précoce, quoi. Mais effectivement, si on l'applique maintenant ou aux animaux ou à l'être humain, mais effectivement, on voit qu'il y a beaucoup à perdre en tant que tel. Alors, quel intérêt ? L'intérêt, il est assez simple. Il est simplement, à mon avis, de l'ordre de la fascination. Et de l'économie. Non. Il n'y a pas d'économie. Si, parce que ça fait travailler ceux qui clonent. Je pense que ça s'achète, comme on devient une marchandise aussi, non ? Oui, mais on peut aussi sous-traiter, et c'est ce qu'on fait actuellement avec la gestation pour autrui, sous-traiter la grossesse sur des femmes qu'on paie. Donc le marché économique, on peut toujours le gérer ailleurs. Je crois
j'en suis même assez convaincue, que il se trouve que le seul avantage qu'on puisse voir au clonage, c'est cette espèce de fascination de l'être humain. Jacob avait dit dans son livre La logique du vivant, le travail sur l'ADN recombinant fait donc renaître de vieux cauchemars. Donc effectivement, on fait de plus en plus de l'ADN recombinant, c'est-à-dire qu'on fait du puzzle d'ADN. Il y a un parfum de savoir défendu, rajoutait-il. Et effectivement, en fait, la réponse à Jacob, elle était venue d'un autre bouquin qui s'appelait Le vivant décodé, et qui était très chouette, très empreint de bon sens, d'un Jean-Nicolas Tournier, qui disait « Partis à la recherche de la logique de la vie, les biologistes modernes se sont arrêtés en chemin. » C'est exactement ce qui s'est passé. Flattés, jouissant d'un plaisir narcissique, attirés irrésistiblement pour la technologie dérivée du vivant, miroir qui les renvoie à leur puissance et à un discours stérile. Miroir, dis-moi que je suis le plus puissant, jamais homme auparavant n'a pu autant que moi. Oui, biotechnologiste, jamais homme avant toi n'avait autant violé mes lois et mes secrets. Je trouve que c'est assez charmant et terrifiant à la fois, puisque c'est à peu près ça qui s'est passé en chemin sur notre souhait louable de décorter la logique du vivant. Il y a aussi Bruno qui parle, une quête de perfection, de pouvoir faire des hommes parfaits. C'est-à-dire une espèce de quête de sortir de cette contrainte, de nos limites, de nos imperfections, de nos maladies. Alors on voit l'immortalité, l'homme immortel, on va faire un surhomme. Et le clonage permet si on trouve cet homme parfait, de le reproduire à l'unique. C'est-à-dire que le clonage aussi a cette prétention, en quelque sorte, plutôt que d'avoir à chaque fois un être unique, comme chacun de nous, nous aurons la possibilité, effectivement, d'avoir un être qui sera alors soit totalement intelligent, alors un QI merveilleux, ou au contraire, quelqu'un de très amoureux. Donc, de faire des êtres qui seront déterminés. Alors que dans je n'appellerai pas ça la reproduction comme Alexandra, mais dans la procréation, c'est-à-dire qui vient de l'unité de l'homme et de la femme, de l'union de l'homme et de la femme, et non pas seul, puisque il y a quelque chose de divin dans cette affaire. Eh bien, on pourra en parler tout à l'heure. Eh bien, cette production en série d'individus identiques, eh bien, est quelque chose qui ressort de cette idéologie du surhomme. Voilà. Et du robot. Du surhomme. L'homme est capable de faire un surhomme, c'est-à-dire on dépasse la création de Dieu en prétendant faire mieux que lui. Voilà. Et c'est une prétention orgueilleuse, évidemment. Et puis c'est une prétention dangereuse, parce que évidemment. Permettez que je précise, je préfère dire moi une prétention satanique. C'est normal que le prêtre dise ça, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Oui, mon père. Parce que, en tant que prêtre, je peux dire quand même qu'il y a quelque chose qui relève de l'au-delà même de la présomption humaine. C'est une présomption qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus élevée que celle d'une présomption humaine toute simple. D'ailleurs, au moment où on a décidé de libéraliser le clonage, sous la pression de Jospin et de l'ensemble des loges et des ateliers des loges françaises, dans les chambres, eh bien, on s'enthousiasmait, on se levait, on applaudissait en disant enfin nous avons autorité, nous allons pouvoir toucher les fondements même de la vie humaine, comme disait le député Marc Rapineur, dans la chambre, où alors il disait mais voilà, désormais ça y est, c'est nous qui sommes le Prométhée littéralement déchaîné. Dans l'enthousiasme de ces députés se lever, on disait mais voilà, nous allons relever les fondements de notre civilisation, nous allons faire une nouvelle espèce, c'est la fin de l'humanité telle que nous la vivons, c'est ce qui nous réunit, c'est un événement éminemment métaphysique, et c'est des phrases qui ont été prononcées par nos députés à l'Assemblée nationale. Le clonage, c'est un enthousiasme fou parce que on a enfin pouvoir sur ce sur quoi Dieu seul avait pouvoir.
On a un pouvoir sur l'homme, tout simplement. Un pouvoir. Ça rejoint, si vous permettez, ça rejoint aussi quelque chose. Vous savez, on est quand même dans une civilisation quand même chrétienne, quoi, plus ou moins. Bon, on a quand même des siècles et des siècles et il y a le pape Benoît XVI là récemment, juste avant de donner sa démission, il a proclamé une Sainte Hildegarde docteur de l'Église. Ça veut dire ce qu'elle disait il y a 888 ans, c'est pour aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Quand je proclame docteur de l'Église quelqu'un, ça veut dire ce qu'elle a dit, c'est maintenant que ça soit compris. Eh bien, Sainte Hildegarde, qu'est-ce qu'elle enseigne en tant que comme docteur de l'Église? Elle enseigne que, elle enseigne d'abord l'animation immédiate, c'est-à-dire que dès qu'apparaît le génome, l'embryon, même s'il n'a pas forme humaine ni embryonnaire, comme une sphère de flamme, je cite, n'ayant aucun trait du corps humain, il se possède au cœur de cette forme, en lui-même, par lui-même et pour lui-même, parce que l'âme spirituelle brûlant dans le foyer de la souveraine science, il distingue diverses choses dans le cercle de sa propre compréhension et de la compréhension tout court des choses. Ça veut dire que le petit génome a à l'intérieur de lui, comme elle l'explique, une vie, une dignité, une unité avec la science même de Dieu, et qui l'unit d'ailleurs à lui dans une liberté totale. Voilà. Il y a par exemple ça, mais il y a aussi une autre chose, une autre citation de Sainte Hildegarde. C'est quand même, ça date, Sainte Hildegarde, c'est quand même quelqu'un que tout le monde aime bien, n'est-ce pas? Alors elle dit, en fait c'est le Christ qui lui parle et qui lui explique comment fonctionne l'univers. Et à un moment, il lui explique que l'ange déchu, les esprits qui circulent dans l'air, ce qu'aujourd'hui les scientifiques appellent l'univers double, alors que nous appelons Lucifer. Et elle dit, voilà, je cite Sainte Hildegarde, Lucifer vit qu'il avait le temps de lutter contre les fils des hommes. S'il réussissait à précipiter dans le péché les conceptions des hommes. Aussi, elle dit ça dans le Scivia, c'est la deuxième vision. Mais aussi, je me rappelle que dans la deuxième vision du livre des œuvres divines, je me rappelle bien que c'est ça, c'est dans cette vision-là qu'elle dit, et ça je vous cite, aussi, comme cela ne s'est pas fait sans persuasion satanique, le démon employa toutes ses flèches à l'accomplissement de cette œuvre, c'est-à-dire donc précipiter dans le péché les conceptions des hommes, afin qu'elle ne fût pas achevée sans lui. Et c'est pourquoi il dit, ma force est dans la conception de l'homme, c'est par là que l'homme m'appartiendra totalement. Bah oui, puisque si c'est lui qui le crée, je veux dire, si voilà, donc moi je m'excuse, mais je n'appelle pas ça une présomption humaine, j'appelle ça de la bêtise humaine, d'une manipulation par les puissances ténébreuses. Moi, je ne suis pas pour la théorie du complot, mais je suis pour la théorie du complot venue beaucoup plus haut que des gens qui seraient une pieuvre noire, vous comprenez, qui manipuleraient toute l'humanité. Non, ça vient de beaucoup plus haut. Il y a quelqu'un là qui depuis longtemps, c'est le cas de dire, depuis le début de la création, attend ce moment où nous sommes. Donc nous sommes dans l'heure, nous sommes la génération humaine, ce ne sera pas nos arrière-petits-enfants, et c'est sûrement pas nos parents, c'est nous qui assistons à ce grand moment de la confrontation entre Dieu, Satan et nous. On va encore laisser, parce que je sais que Alexandra a attrapé froid. Donc elle est. Moi, je vais bien revenir un petit peu toujours sur l'histoire, parce qu'après 97, il y a eu 2002, et c'était la petite Ève de la secte raélienne. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Est-ce qu'elle a vraiment existé? Voilà, alors ça, on a su que c'était encore un coup d'éclat médiatique, et à l'époque, la secte nous informait que cette naissance n'était que la première étape et qu'il y en avait 5 autres à venir. Et alors, quelles étaient les raisons? Parce que finalement, faut toujours se dire, mais bon, alors, quelles étaient les raisons invoquées à ce qu'on vient de dénoncer, comme chez l'animal mauvais, chez l'homme une crainte de tout temps que d'avoir un double. D'ailleurs, je me permets de préciser que
c'est considéré quand même la schizophrénie, donc en fait le dédoublement de personnalité est quand même considéré comme une maladie psychiatrique. Donc c'est bien qu'avoir un double, ça doit pas être très bon d'une façon dans l'absolu pour l'être humain. Donc sans aller jusqu'à évoquer Saint-Hildegarde, en restant toujours très simple et prosaïque, il ne semble pas qu'il y ait d'avantages. Alors, les avantages qui avaient été avancés à l'époque étaient parce qu'il y avait une infertilité. Bon, est-ce que l'infertilité justifie de se reproduire, de faire oui, c'est-à-dire une reproduction très particulière, d'avoir recours à une technique qui n'est pas innocente. Reproduction par copie. Oui, c'est un copier-coller, quoi. Ouais. Alors, c'est pas un copier-coller non plus, parce que évidemment il va y avoir par exemple du temps est passé, donc il y en a un vieux et un jeune, donc c'est pas à l'identique. En plus, il grandira dans un ovule qui n'est pas forcément celui de sa mère, de la mère de celui donc qu'on a cloné. Donc là aussi, il aura des caractéristiques et une détermination, enfin dans une forme différente que son père, même s'il a la même patrimoine génétique. Oui, on le voit avec les vaches, elles n'ont pas les taches au même endroit. Par exemple. Mais c'est important. Ouais. On vous écoute, Alexandra, excusez-moi. Donc on était à Raël. Oui, vous en étiez à Raël. Avec l'infertilité, on parlait de l'infertilité, c'était la raison. Alors donc je rappelais un petit peu les différentes grossesses, les différentes causes qui nous avaient été à l'époque apportées comme justifiant éventuellement le clonage. L'autre était que c'était des enfants décédés prématurément de maladie. Alors ça c'est très intéressant. Et donc effectivement c'était la souffrance de parents qui avaient qui avaient perdu leurs enfants. Et c'est une cause qui est souvent évoquée. Et figurez-vous qu'il y a 3-4 ans, je crois, il y a eu toute une campagne avec un engouement extraordinaire pour cloner son chien. Et quand vous aimiez votre chien, il fallait absolument cloner votre chien. Et donc il y avait un laboratoire qui vous proposait de cloner votre chien. Et les Américains en étaient absolument fous. Et donc tout le monde allait se précipiter pour pouvoir cloner son chien. Et alors après, il y a eu les premières réflexions qui disaient mais finalement outre le paquet d'argent que j'ai laissé, c'est pas du tout le même chien. Évidemment, les gens ont regretté en disant mais c'est pas le même. Certes, il a été cloné, il est génétiquement identique, mais il ne me rappelle plus mon chien. Alors du coup, c'est tombé. Et puis ils sont plus fragiles aussi, je crois. Ils sont plus fragiles. Oui, ils sont malades, ils ont des problèmes de reins. C'est intéressant, encore une fois, penser que quand ça a été fait chez l'animal, c'est retombé parce que on s'est bien rendu compte de l'échec. Alors on nous dit c'est l'immortalité. Alors ça, pourquoi est-ce qu'on nous dit que le clonage c'est l'immortalité ? Parce que on va reproduire, avoir finalement une certaine identité génétique à travers ce clone. Et on peut imaginer en faire plusieurs. Mais alors ça c'est complètement faux. Parce qu'effectivement, comme le disaient le père Patrick et Bruno, à l'instant, ils évoquaient le cas des jumeaux monozygotes, etc. On sait très bien que quand on a le même patrimoine génétique, d'abord, on ne l'a pas de façon totale et identique. Ce que nous sommes résulte d'au moins 3 interactions, de 3 composantes essentielles, qui sont notre génome, qui sont l'environnement et qui sont ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi ? Ça va être toutes ces informations autour de la génétique qui vont être très réceptives à l'environnement et qui elles-mêmes vont avoir un retentissement sur la génétique, etc. Et c'est que dans cette espèce de valse de ces 3 composantes, au minimum dans l'état actuel de nos connaissances, que nous avons la résultante de ce que je suis et ce à quoi je ressemble. Permettez que je rajoute un tout petit alinéa, c'est admirable. À ces 3, je rajouterai une qui est très déterminante quant au conditionnement, indifférent des deux.
c'est que l'acte créateur de Dieu n'est pas le même sur le premier et sur le second. Ça, c'est le quatrième. Vous voulez dire sur l'environnement et sur l'épigénétique? La créateur de Dieu, la présence créatrice de Dieu est énorme. Bon. Et puis, enfin, je mets cinquièmement, il y en a un des deux qui est issu de l'unité sponsale du père et de la mère directement, donc il dérive à l'instant de l'apparition du génome du point ontologique de l'unité sponsale des parents, qui a quand même fait son conditionnement, le conditionnement de son apparition dans l'existence et à sa prise de conscience personnelle originelle. Tandis que le deuxième, lui, il est issu du premier jumeau. Et ça, vous avez raison, parce que... Même conditionnement, n'est-ce pas? Bon, donc ça fait 5 conditionnements, 3 avec vous, 2 avec ceux que je me permets de préciser. Je crois qu'Alexandra, Père Patrick, je crois qu'Alexandra parlait des amourons, c'est-à-dire, et c'est une notion qui est assez intéressante parce que on est en plein dans la phase de fécondation où dans le clonage on élimine l'aléatoire du shuffling, c'est-à-dire ce mélange incontrôlable des gènes paternels et maternels qui détermine l'originalité et la particularité de chaque être humain. Et donc, il y a cette phase, effectivement, dont le Père Patrick parle, qui est ce poids ontologique de l'unité sponsale. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué, ces termes-là, mais je crois que Alexandra pourra nous dire un petit peu, elle a une petite sensibilité féminine, alors, je ne sais pas trop comment dire. Pas perdre nos auditeurs, parce que nos auditeurs, là, ils ont fait quand même des bons, des énormes bons, à mon avis, depuis le début de l'émission. Ils ont appris que le clonage revenait dans les sujets d'actualité brûlante. Ils ont appris que c'était ce qu'ils croyaient être infaisable chez l'homme était faisable. Ils ont appris que pire, la loi ne les protégeait pas. Et alors, donc là, ils vont de Caribe en Syllabe, c'est la chute épouvantable. Et ils ne savent pas du tout ce que ça implique. Alors oui, ça je vous laisserai peut-être aller dans tout ce que ça implique, mais il y a quand même une notion qu'il faut qu'ils aient, c'est que quand vous parliez tout à l'heure du fait qu'en pleine Assemblée nationale, les gens, nos députés, c'était un petit peu, pardonnez-moi, la familiarité s'était lâchée en disant que ils étaient désormais les maîtres du monde. C'est encore une fois quelque chose de profondément faux. Pourquoi? Parce que ce pan finalement de vouloir créer, ça s'appelle la biologie synthétique. Donc en fait, c'est synthétiser le monde du vivant. Et la biologie synthétique, elle comprend des tas de choses au niveau des ingrédients, mais s'il y a vraiment une chose qu'elle ne sait pas faire, c'est donner l'ingrédient du vivant, c'est-à-dire ce qui anime. Et pour cela, du coup, elle a besoin de systématiquement, quelles que soient les techniques qui sont envisagées actuellement, parce qu'il y en a d'autres. On a parlé du clonage, mais il y a aussi la parthénogénèse. Donc il y a toute une batterie de techniques dérivées, mais systématiquement, elles ont tout en commun d'avoir besoin, comme la brebis de lit, de ce fameux œuf, cette fameuse cellule que Joël et moi sommes les seuls à disposer sur ce plateau ce soir et un savoir-faire. Alors certes pas très bien, pas très consciemment, on est bien d'accord, mais au moins nous l'avons depuis que nous sommes nés. Et depuis que nous sommes nés, nous sommes en possession de ces fameuses ovocytes. Alors c'est très important parce qu'effectivement c'est un œuf magique. C'est quelque chose extraordinaire et qui est le réceptacle indispensable à toutes les techniques. Et pourquoi j'insiste autant? Parce qu'en fait, non seulement parce qu'effectivement ça place quand même la femme au centre même de la reproduction, c'est pas un mal, mais surtout ça indique bien que dans ce réceptacle, il y a un certain nombre d'informations. Et ces informations ne sont pas équivalentes d'un œuf à un autre œuf. Donc, la génétique, c'est une composante. Mais il y a toutes les informations qui sont dans cet œuf. Et on aura beau faire, on ne pourra pas mimer à l'identique un œuf avec un autre œuf, puisqu'on ne sait pas synthétiser un œuf. Donc,
y a quand même cette notion, non seulement de ne pas savoir synthétiser l'œuf, et en plus de ne pas savoir donner la vie, c'est-à-dire qu'effectivement, le scientifique pêche à comprendre quelle est cette espèce de souffle, cette espèce, alors certains l'appellent la lumière, le feu, le souffle, l'animation, l'âme, l'esprit, il y a tout, et qui a été évoqué, je me souviens du président Ben Shelley des Indiens de Navajo qui expliquait aux enfants qu'ils étaient faits pour l'expliquer, il disait c'était le feu. Bon. N'empêche que ce feu, on ne sait pas le faire. Alors, on sait certes synthétiser un certain nombre de choses au niveau génétique, etc., mais ça, on ne sait pas le faire. Donc, il faut quand même toujours avoir cette humilité, et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas cet orgueil incroyable qu'a l'homme devant ces techniques et cette fascination, parce que s'il n'y a pas de vraie prouesse technique, puisque je viens de vous le montrer, la prouesse, elle avait été dogmatique de faire tomber un dogme, mais elle n'était pas technique. Il n'y a pas de difficulté. C'est de la cuisine, de rajouter un petit peu de café, un petit peu d'électricité, pof, pof, on fait notre cuisine. C'est comme ça. Il y a donc quel avantage? Et je reviens à cette espèce d'idée de quelles sont les choses positives. Retrouver un enfant possédé, on a compris que c'était illusoire. Guérir les maladies, ça, c'est quand même extraordinaire, parce que guérir des maladies, j'ai jamais su que quand on me guérissait de ma bonne grippe, j'allais ne plus jamais avoir d'autres maladies de ma vie. Ça, c'est quand même encore une chose. Donc, on n'est pas sur l'immortalité et on n'est pas sur un gain phénoménal. J'allais y venir sur l'immortalité. Et l'immortalité, c'est qu'en fait, on explique que le clonage peut être fait à des... Oui, je voudrais que Alexandra termine parce que... Oui, mais j'aurais aimé qu'Alexandra termine parce que j'ai aussi l'interview de Pierre à passer et il est déjà... Le clonage thérapeutique est absurde finalement. Oui. Alors voilà, le clonage thérapeutique, c'est quoi? Le clonage thérapeutique, c'est bon. Alors on a un petit peu traité l'affaire clonage reproduction. Le clonage thérapeutique, c'est pour me fabriquer des organes si jamais les miens deviennent défaillants. Donc on va faire un clone de moi pour qu'on va développer uniquement pour me servir. Pour me servir d'espèce d'usine du vivant au cas où. Mais à nouveau, vous comprenez bien que quand bien même vous allez me remplacer un cœur par un autre cœur ou un foie par un foie qui donc est évidemment éminemment très probablement et très certainement compatible, j'ai quand même toujours une vieille tuyauterie. Et donc cette immortalité, il faut vraiment arrêter de... Mais oui, mais si on clone cette vieille chose qu'on devient en vieillissant, oui. On n'aura pas dans ce clone qui sera plus jeune l'esprit. On n'aura pas l'esprit de la personne qui a été clonée. Ah ben non. C'est une autre personne. Effectivement. Et lui, il va se poser des questions métaphysiques que tout être se pose. Qui suis-je et où vais-je? Alors à la réponse aux deux questions, qui suis-je et où vais-je, on sait bien qu'il sera très ennuyé. Puisque lui répondre qui il est, c'est déjà un problème d'identité. Un poids avec lequel je ne vois pas quel être peut vivre. Et où vais-je? De la même façon, à partir du moment où lorsqu'il naît, il voit déjà une personne vieille avec tout ce qu'elle a fait, elle ne se sent plus du tout libre et elle imagine qu'elle va faire la même chose. Donc c'est quand même un poids, on ne le souhaiterait pas pour notre pire ennemi. Robert Edwards, qui est le père du premier bébé né de fécondation in vitro en 1978, disait d'ailleurs « Je ne connais personne qui mérite d'être cloné ». J'aime bien cette phrase. Et mon maître, Axel Kahn, en 2000, était vraiment farouchement opposé au clonage et avait eu cette jolie phrase, et j'aimerais juste terminer là-dessus, qui disait, parce qu'il n'est pas croyant à Axel Kahn, il disait « Peut-être avons-nous été créés à l'image de Dieu, mais pas à celle d'un autre homme. » Voilà, nous n'avons pas été créés à l'image d'un autre homme, donc nous ne pouvons pas
être créé par clonage, parce que ça n'a juste aucun sens. C'est une aberration stérile en elle-même. Voilà. Ben, je vous remercie, Alexandra. Ben, je vous remercie à vous tous. Et merci, Alexandra. Bonne soirée. Merci. Est-ce que vous avez publié des livres? Alors, tout ce que j'ai fait... Ce sont des publications. Ah non, mais je suis vraiment que très axée sur ma science et j'y passe beaucoup de temps. Vous voyez, là, je reviens de l'académie, la plus vieille académie des sciences du monde, qui est la Royal Society en Angleterre. Donc, je ne produis que la matière scientifique pure. En revanche, en termes de prise de parole, ce qu'on avait fait, c'était Science en conscience. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'était qu'effectivement, en 2011, lorsqu'il s'est agi de nous proposer les embryons humains comme un matériau de laboratoire, nous avons été plus de 300 collègues médecins et scientifiques, dont de très nombreux académiciens, que j'ai fait signer. À l'époque, il n'y avait pas les espèces de pétitions qu'on fait signer en ligne, là, assez efficaces. Donc moi, c'était au email et j'envoyais à mes collègues qui s'étaient opposés à considérer les cellules, l'utilisation des cellules embryonnaires humaines comme quelque chose de banal et normal. Et ça, c'était à l'époque ce que j'avais appelé une alerte à la conscience scientifique. Aujourd'hui, c'est un SOS que j'adresse, car la situation me semble beaucoup plus grave, effectivement, pour la raison qu'on a citée, en disant que là, on touche au cœur même de la création de chacun d'entre nous. Or, en tant que scientifique, je ne peux que vous dire qu'il nous manque toute l'histoire et qu'il n'y a qu'un acte de foi qui me laisse penser très fermement qu'effectivement, il y a une intervention divine qui se met en œuvre pour créer chacun d'entre nous dans une rencontre incroyablement intime à ces instants précis qui sont juste après la fécondation, donc ce qu'on appelle la conception, et voilà. Et donc c'est pour ça que je dresse un SOS, parce que l'heure est à mon avis très grave. Et l'autre chose qui m'ennuie terriblement, c'est qu'on est dans une omerta complète. Et personne n'en parle. Parce que personne n'en parle, personne n'est au courant, et ça, c'est jamais bon. Et tout le monde pense le contraire, c'est-à-dire que c'est interdit. Tout le monde vous dit, dormez, braves gens, tout va bien, il ne se passe rien, le clonage est interdit une fois pour toutes, et de toute façon, il n'est pas faisable chez l'homme, les deux choses que vous savez désormais fausses. Voilà. Merci, docteur Alexandra. Merci beaucoup. Code, CAUDE. Non, je pense qu'elle va partir. On pourra, les auditeurs pourront regarder Science au pluriel en conscience. Conscience, c'est bien ça, .fr, et vous verrez donc les communications qui sont faites par ces 300 scientifiques. Également, Alexandra édite pas mal d'articles sur atlantico.fr. Vous pourrez la retrouver et voir beaucoup d'articles sur des sujets d'actualité sur Internet. Merci. On va faire une petite pause pour permettre à nos auditeurs de se relâcher un peu. Et je vous remercie vraiment, Alexandra. Merci, Père Patrick. Merci. Père Patrick, vous partez pas. On vous tient, on vous lâche pas. Je ne vous lâcherai jamais. D'accord. Merci, Alexandra. Alexandra est partie. On va faire une toute petite pause et puis on parlera aussi du film de Pierre Barnérias, ce qui fait que ce soir on se retrouve là. C'est aussi grâce à Pierre. Un tout petit moment de musique.